Bonjour, bienvenue au webinaire de lancement de la campagne Transformer la dette en espoir. C'est un plaisir de vous accueillir. On va laisser encore un peu les gens arriver au webinaire, mais pour vous faire patienter, on va vous présenter le petit clip animé pour la campagne cet automne. Pendant que les gens arrivent tranquillement, le clip va être présenté en anglais et en français. So welcome everybody, welcome to the launch, the webinar launch of the Turn Debt into Hope campaign. Bienvenue tout le monde à So you ce will join webinaire this sur le webinar. lancement de We la will campagne show Transformer la you the dette en short espoir. animated Pendant video que les gens se clip joignent à of the nous, nous allons fall vous campaign. présenter So donc la vidéo que nous sit avons back, préparée enjoy the pour view. la We will campagne. show it first Il in sera English and présenté in d'abord French, en and then anglais we et will tout de suite officially start après en the webinar. français, après quoi le webinaire commencera officiellement. Il y a 25 ans, une mobilisation mondiale sans précédent a permis d'annuler plus de 100 milliards de dollars de dettes dans les pays les plus appauvris. Mais la crise recommence. Pourquoi? Parce que les mécanismes injustes de la dette n'ont pas changé. Des banques privées imposent des intérêts abusifs. Des contrats opaques sont signés sans consulter la population. Et un système économique mondial pousse les pays à emprunter simplement pour survivre. Des douzaines de pays sont aujourd'hui pris à la gorge. Résultat, ils consacrent plus d'argent au remboursement de leurs dettes qu'à la santé, à l'éducation ou à la lutte contre la crise climatique. 3,4 milliards de personnes sont piégées dans un cercle vicieux de pauvreté et de dépendance. Et ce, même si leurs pays endettés sont riches en ressources naturelles. Ces pays ont perdu leur souveraineté économique. Ils sont forcés d'exporter leurs ressources à bas prix, de privatiser des services publics et d'abandonner l'agriculture de subsistance. Et tout cela pour rembourser des dettes qui n'ont même pas profité à leur population. Ensemble, faisons entendre notre voix pour changer cette situation. Marchez avec nous pour la justice économique. Signez la pétition pour l'annulation des dettes injustes. Bienvenue encore à ce webinaire. On vous a, le temps que vous arriviez, présenté notre vidéo animée. Si vous n'avez pas pu la voir, vous la retrouverez sur notre site Internet. Pour un petit rappel, aujourd'hui, on a de l'interprétation vers l'anglais et le français. Vous trouverez l'option, si vous avez besoin, dans la barre en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le bouton interprétation, c'est qu'il est caché sous les trois petits points où c'est écrit plus ou more. So just to tell you that today we have interpretation. If you need Encore une fois, nous avons de this French or l'interprétation English, you will find aujourd'hui this vers le button français et at l'anglais. Vous the pouvez trouver bottom la of your fonction screen. interprétation sur If you la don't see barre the au bas interpretation de votre button, it's écran. because it's Donc, si vous ne hidden voyez pas under le the bouton three interprétation, dots c'est qu'il se trouve called sous les more. trois points So if you et click there, le you mot should have more. Si vous cliquez interpretation sur in ce point, French vous and allez trouver English. la fonction interprétation vers le français ou l'anglais. Mon nom est Mayalène My name Lavigne-Martel. Je is suis la Mayalène Lavigne. coordonnatrice de campagne à Développement épais et je vais co-animer aujourd'hui ce webinaire avec mon collègue Dean Detlove, qui est le chargé de plaidoyer. Mais avant de commencer, j'aimerais reconnaître, et ceux et celles qui veulent inscrire dans le chat votre région, vous êtes bienvenus à le faire. J'aimerais commencer par reconnaître que le Bureau national de développement épais Caritas Canada est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais que la nation Ganyangéhaga est comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Jogjagoy, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. And thanks, Mylan, for getting us started. Merci We'd like to begin Mayalène with pour a cette prayer. ouverture. Nous allons Dean, commencer it's the par prayer that une we've been prière saying for et c'est la 5 years prière that que really nous just utilisons describes maintenant what depuis then 5 ans create hope. You can go qui to the next s'appelle slide donc there. As Nourrir I'll start l'espoir. in English Je vais and then commencer Mylan en anglais, will Mayalène va go continuer to en French français and we'll et go vous back and forth avez so le there won't be texte any à duplication l'écran. Il and n'y you aura can pas read and follow d'interprétation, mais along vous with us pouvez and suivre le texte turn to the avec nous word à and begin l'écran our et webinar nous today. allons commencer ainsi notre webinaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Loving God, we believe that we are one great human family. You call us to walk together and to recognize the dignity of every person. Nous croyons que nous partageons une maison commune. Tu nous appelles à prendre soin de toute la création. We believe in the sanctity of life. You call us to treat all people with kindness and compassion in the way of Christ. Nous croyons en ton règne de justice, de paix et d'amour.
Tu nous appelles à mettre ta parole en pratique afin de construire un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Lord Jesus, guide us to be in solidarity with the joys, hopes, sorrows, and anxieties of all people, especially those impoverished by unjust socioeconomic and political systems. Aide-nous à marcher dans tes pas et à répandre le message de ton évangile. Holy Spirit, inspire us to find new and creative ways of responding to your calls. Renforce notre engagement à nourrir l'espoir dans le monde. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Au nom du Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, pour vous, nous avons deux invités spéciaux. On va d'abord commencer, voici l'ordre du jour. Dean Detlove va faire une petite mise à jour sur la campagne. Ensuite, nous avons Grieve Chelwa qui va nous parler de la situation de la crise de la dette en ayant comme exemple la Zambie. Nous accueillons également Patricia Miranda qui va nous parler de la dette écologique en Amérique latine. On aura une petite session de questions et réponses avec nos deux invités. Ensuite, on va voir un peu quelles ressources sont disponibles pour vous pour pouvoir mener la campagne dans vos régions. Et on va terminer avec une prière de clôture. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Dean qui va nous faire une petite mise à jour sur la campagne. Thanks, Mayalene, and welcome again to our Merci webinar. Mayalène et Just bienvenue what de you nouveau à know. notre So you'll see at the webinaire bottom of et your vous screen, verrez au little bas de options votre for écran Q&A. qu'il y a une It's option a little bit pour les different than the chat usually. If questions-réponses, you la have questions Q&A. throughout Si vous avez des the questions presentations, feel free to pendant put them les in that présentations, Q&A box. You can write affichez them vos in text, questions dans la and that way boîte we'll de have them saved questions and we can et non refer pas to dans la them boîte at de the chat. end Et comme ça, nous whenever pourrons we necessarily nous y get référer à la fin ready pour la to période answer de your questions. questions. Donc, si vous avez des Look in that questions, box inscrivez-les dans la at boîte the end. Some Q&A. quick updates, practical Alors, updates from mise our à jour, campaign. d'abord, So those of you who've been following ceux et Turn Debt celles into qui Hope all year suivent donc la will know a lot campagne about this Transformer la already, dette but en I think it would be espoir nice to savent have a bit of déjà a plusieurs de check-in. ces This is choses, our mais c'est peut-être bon de between faire le point. moments of the Nous campaign sommes check-in, between pratiquement Lent donc à and fall. mi-chemin, donc Up to now, entre we have le collected carême des partages et 39,200 l'automne, nous signatures avons across recueilli Canada 39 200 ourselves at Caliban signatures à Peace, travers le Canada. which is Donc ça, c'est pour Développement 65% épais. of our goal C'est at the moment, which is 65% de notre objectif 60,000 qui est by de the end of the 60 year. 000 So we're signatures doing pretty d'ici la well. fin de We're l'année. Ça more va than bien. Donc, halfway. nous sommes After plus the qu'à first part of our mi-chemin, donc campaign, après we le have just the premier rest to go. volet de So I'm notre campagne. confident we're going to get Alors, there j'ai bon to espoir que nous 60,000. allons y arriver à And as 60 people 000 know too, on signatures. this Et comme call, vous le it's not savez only aussi, us at Development at ça n'est Peace. pas, nous ne Our sommes pas friends at seuls, Kairos Développement and épais, nos Citizens for amis Public de Kairos Justice et and les the Office of Citizens Religious for Public Congregations for Justice et Agroecology and the aussi Canadian le Council of bureau de Churches and so many others la are also collecting Conférence religieuse signatures. canadienne pour And so l'écologie all across également, le Canada, Conseil we're canadien des just églises. Donc about partout à travers le Canada, 44,000 altogether, which is really nous great. So I think that sommes we should à be plus proud de of ourselves for gathering that many 44 000. signatures so far. Alors, You can go to the next slide. I wanted to remind us at this alors, je stage that veux this vous campaign is rappeler a que truly à cette global étape, c'est one. vraiment une campagne We are mondiale. fortunate this year to have Donc, nous a avons la global chance cette Jubilee année campaign that d'avoir une ties into campagne the mondiale Catholic du Jubilee Jubilé, year. donc qui fait le And I lien thought avec I'd put l'année just a handful catholique of du logos Jubilé. of Et je organizations who vous ai mis endorse the ici des campaign logos, and donc are différents carrying out organismes similar qui kinds of soutiennent work cette campagne et qui as font un we are travail all around the semblable à world. ce que nous faisons We've got partout a à number travers of le Canadian monde. partners that Plusieurs people will be partenaires familiar with, canadiens que but vous also many connaissez, mais international aussi partners. And des just to point partenaires out a few of them, internationaux, et j'en the signale World Council quelques-uns. of Le Churches, Conseil for œcuménique example, des which Églises, par collects many, exemple, many, many qui Christian recueille, donc, qui denominations regroupe toutes globally sortes around de the world, confessions has chrétiennes à travers le enthusiastically monde endorsed the et qui campaign. soutient cette Similar campagne as avec the World enthousiasme. Communion of Reformed Même chose, Churches, vous for avez instance, la churches that get communion together and help des work églises through the mission. réformées, donc So c'est it's a pour la truly tradition ecumenical réformée. C'est effort. vraiment un effort You might œcuménique. see Pax Christi Vous voyez International, Pax another Christi Catholic International, c'est global un autre network of Christians réseau devoted to peace. catholique de You'll chrétiens qui see travaillent pour different la paix. Caritas Vous avez organizations différentes involved. You'll see organisations friends in Caritas, Europe, vous Latin avez America, nos amis en Africa, Europe, en Asia, and the Amérique Middle latine, East. en Afrique, We en have Asie, au truly global Moyen-Orient. Nous representation avons of civil vraiment une society, faith groups, représentation and so on, mondiale all d'organisations gathered de together société this civile, year de to groupes work together. croyants And aussi, that qui gathering se has sont also réunis created pour really cet unique effort. Et relationships. cela a And in permis fact, de our créer two des speakers relations today, uniques. Grieve Et and notre Patricia, we know conférenciers, them as donc Development Grieve at et Peace Patricia, because of this nous global les campaign connaissons effort. ici à So it's cause de creating a cet lot of effort really good mondial. Donc, cela permet de long-term créer des relationships. liens So à long yeah, it's terme. exciting to be part of C'est such a donc global fascinant de campaign. faire partie d'une campagne mondiale comme Here's celle-là. a quick timeline of where Voici we've un been and where we're going this year. calendrier So donc, qui we nous permet launched de our nous situer. campaign in
Nous avons lancé notre campagne avec le carême, donc le 16 mars. C'était la première étape pour commencer à recueillir des signatures. Alors, c'est un peu spécial. Normalement, nous faisons notre mobilisation au printemps, donc nous étions un peu curieux de savoir comment ça pourrait fonctionner, mais ça a très bien été. Nous avons donc recueilli presque 40 000 signatures par nous-mêmes pendant le carême. Donc, le 24 mai, nous avons participé au relais de la lumière où nous avons partagé donc des vidéos de notre participation. Ensuite, au mois de juin, à un moment où les pays du G7 se sont réunis à Calgary ou à Kananaskis, nous-mêmes, nous sommes réunis à Calgary avec d'autres organisations de la société civile canadienne pour faire du travail d'organisation et organiser nos efforts pour la campagne du Jubilé. Alors maintenant, ce qui est encore à venir, cet automne, nous continuons de recueillir des signatures. Nous allons vous présenter des ressources que nous avons préparées dans ce but et nous organisons aussi une grande marche, une marche symbolique pour continuer d'attirer l'attention sur la crise de la dette, un peu comme pour le relais de la lumière. Le 16 novembre, c'est la journée du Jubilé des pauvres dans l'Église catholique. C'est une journée de mobilisation mondiale. Du 10 au 21 novembre, c'est la COP 30, donc la conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique. Et nous serons là comme organisation. Nous aurons une délégation au Brésil, dans la ville de Belém, dans l'Amazonie, et nous serons là avec nos partenaires pour parler de la dette. Et tout de suite après cela, tout de suite, vous avez la réunion le sommet du G20 en Afrique du Sud et nos partenaires seront là aussi. Donc, vous voyez qu'il y a comme une sorte de course à relais donc mondiale. Ici, nous avons eu le G7, nous passons le relais à nos partenaires au Brésil et ensuite cela ira en Afrique du Sud. Donc, ça fait plusieurs campagnes, même nous sommes déjà en octobre. Alors, pour vous donner une idée, donc voici certains des faits saillants. Donc, le sommet du G7, tout de suite après, il y a eu donc la conférence pour le financement du développement en Espagne, où on a soulevé la question de la justice pour la dette et les deux événements à venir, donc le COP 30 et le G20. Alors, nos événements canadiens sont déjà passés, mais si nous continuons de recueillir des signatures, c'est que nous avons demandé aux gens partout à travers le monde de signer donc pour les événements ici au Canada, pour le G7, et maintenant c'est notre tour de faire notre part pour soutenir nos partenaires au Brésil et en Afrique du Sud. Alors, quelques points saillants de nos interventions au G7. Alors, quand les pays du G7 se sont réunis pour traiter de l'ordre du jour, Kairos et d'autres partenaires ont fait beaucoup de travail pour organiser un sommet populaire pour discuter de notre propre ordre du jour comme organisation populaire. Donc à Calgary, vous voyez aussi des membres de développement et paix. C'est un événement interreligieux. Beaucoup d'informations sur notre site web là-dessus, mais cela montre aussi la force de notre campagne qui arrive à regrouper des acteurs donc de différents milieux, de différentes traditions. Et plusieurs causes, plusieurs soucis se sont reflétés dans cet effort commun. Alors, sur notre site web, encore une fois, vous allez voir comment nous sommes intervenus au moment du G7. Alors, les deux actions qui viennent maintenant, vous allez en parler avec vos animateurs et animatrices. D'abord, la grande marche et les signatures. Vous allez nous dire, mais la signature, on a déjà commencé dans ma paroisse, on a déjà donc fait une marche. Alors, c'est l'occasion d'être créateur. Donc, vous avez trouvé une paroisse qui ne l'a pas fait, peut-être, ou peut-être une église chrétienne, donc qui n'a pas participé encore. Vous pouvez organiser donc une activité écuménique avec eux, ou même sortir même du monde des églises. Vous pouvez avoir un groupe de football ou une organisation civile. Voyez des gens qui se réunissent quelque part, qui s'intéressent à la justice mondiale. Nous pouvons continuer d'aller là pour recueillir des signatures. Alors, nous allons essayer de voir donc qui aura des idées les plus originales pour aller chercher de nouvelles signatures. Et avant de donner la parole à nos conférenciers, j'aimerais signaler le rôle du Canada dans cette campagne mondiale. Nous avons déjà eu des résultats importants au niveau des signatures.
Et nous sommes derrière l'Allemagne qui a réuni 70 000 signatures. Alors, dans cet esprit d'émulation, peut-être pouvons-nous dépasser nos amis allemands d'ici la fin de l'année. Donc, c'est le pays que nous aimerions dépasser pour recueillir plus de 70 844 signatures d'ici la fin du jubilé. C'est le défi que je vous lance. Nous avons co-organisé la campagne mondiale, de même que le Canada était un élément important du Jubilé 2000. Développement et Paix et d'autres partenaires canadiens ont joué un rôle prépondérant dans cet effort mondial pour la campagne pour la dette. Et les évêques ont écrit une lettre pastorale inspirante sur la dette. Si vous n'avez pas lu, c'est vraiment une lettre inspirante qui montre comment l'Église peut faire passer un message percutant sur la dette mondiale. Et finalement, nous voulons transmettre ce message sur la dette au gouvernement canadien. Nous avons eu plusieurs rencontres bilatérales avec des hauts fonctionnaires et nous allons avoir d'autres réunions à travers l'année. Plus nous avons de signatures de citoyens canadiens, plus nous aurons l'oreille de nos dirigeants. Et je redonne maintenant la parole à Mayalène pour Alors, présenter voici notre notre prochain dernier conférencier. webinaire, là où on va mieux comprendre pourquoi on mène cette campagne Transformer la dette en espoir à travers les paroles de nos deux invités. On va commencer avec Grieve Chellois. Il est professeur associé d'économie politique, président du département des sciences sociales de l'Institut africain et membre de la commission du Jubilé sur la dette et les crises du développement dans les pays du Sud. Donc, sans plus tarder, on te laisse la parole, Grieve. Just give me 1 second as I pull Juste up my une notes. seconde, je vais simplement Good afficher morning, mes notes good ici. afternoon, Alors, good bonjour ou evening, bon après-midi, brothers and bonsoir, sisters. It's so frères very et nice to be sœurs. here. C'est I hope, formidable you d'être can see ici. me and you can J'espère que hear vous me. me voyez, que vous m'entendez bien. Yes. Okay, Oui, wonderful. oui, Thank you so très much bien. Alors, to merci Caritas Canada à and to Caritas my friend Dean Canada Detloff et à mon and others ami for Dean putting this Detloff et together. aux autres pour Dean avoir and I organisé met, cette rencontre. Dean I et think, moi, at nous one nous of sommes the rencontrés gatherings à that Dean was l'une alluding des to a short while réunions ago. We met in dont London on vient de a parler. couple of months ago. C'était Now I can't quite recall à when, whether it was April, May. Londres, je It pense was que c'était en absolute avril ou friendship, mai, et and nous I'm very glad that avons him and I can connect this fait way, connaissance et nous including avons tout de suite getting développé everybody des liens who's d'amitié. part of this Et webinar, je who's joining suis this webinar. très heureux de vous voir So et de vous I won't rencontrer tous use qui my faites partie remarks. de ce I webinaire. initially thought of J'avais doing d'abord sort of pensé vous donner technical une conférence presentation, but then I plus realized that it technique is et Saturday after all, j'ai so I'm going to pensé try to là keep que things a c'était little peut-être un peu relaxed. trop savant. Je vais And I essayer want de to faire use une my présentation un remarks peu to plus talk simple, about mais j'aimerais the profiter country of du my temps qui m'est birth, donné Zambia, pour parler de mon which pays for d'origine, la many Zambie, is being referred to as qui ground zero of est the considéré par bien stages des pays iteration comme of debt crisis. le terrain And I want zéro, to use donc le my brief ground remarks zero to de talk la about crise de la Zambia's dette, et debt je vais en dynamics, profiter pour that parler de is la dynamique de la origin dette and en crisis, Zambie, and qui est place Zambia's et story, qui illustre la Zambia's crise. story with Et debt c'est au in its fond proper historical l'histoire de context. la dette en Doing so Zambie. will make it clear that Alors, Zambia is not unique in this encore une fois, regard, la Zambie n'est as well pas as unique, the n'est pas fact le that seul pays dans cette situation. debt in the Zambian case is not a Dans recent le phenomenon, cas de la and it really Zambie, has la dette historical n'est pas du tout un nouveau phénomène et elle joue un which rôle also structural dans makes this l'histoire kind et of dans campaign, l'économie de notre campaign pays. that Et Dean Detloff cela and montre his que colleagues are cette playing campagne, la out are very campagne que important Dette et because, ses as you'll collègues see from animent, Zambia's est story, particulièrement importante. the Comme vous immediate allez le voir punchline en there is écoutant that l'histoire de la Zambie, Zambia mais la really grande is under leçon, the c'est external que forces la that Zambie a est small à country like Zambia has no le control jeu of. donc de So forces if one looks extérieures at et the n'a pas de impact on his contrôle debt and sur the debt of many sa other situation countries in Africa économique. and other Alors, countries pour all régler across la the South, question de la we dette really en have to join Zambie et dans hands, plusieurs and autres the pays solution du has to be sud global, il faut trouver une It is nothing solution that et Zambia une can do on solution its qui own devra to être resolve its mondiale. crisis. La Zambie à elle seule ne peut pas So régler I ce want to use my problème. remarks to talk about Alors, Zambia's debt, j'aimerais put vous it in its parler, bien proper sûr, de la historical dette de context. la Zambie, la Second, situer I'd dans like to son talk about contexte Zambia's historique. Et ensuite, frustrations j'aimerais parler de la with attempts at debt frustration de la resolution, Zambie attempts that are face aux still efforts pour ongoing, régler cette 5 crise. years after the country defaulted, Alors, right? So 5 ans après que it le really is just pays a one fait process. This also faillite, la illustrates the crise point that continue the problem toujours. is not Cela explique la the problem in frustration Zambia, dans notre much pays. Encore une larger fois, ce n'est pas than Zambia. un problème qui se pose seulement en Zambie, So c'est how un are we to problème understand beaucoup plus Zambia's large. debt story, Alors, comment Zambia's debt comprendre dynamics? l'histoire de la dette ou la dynamique de la So dette Zambia's debt en story Zambie? did not begin La today.
dynamique de la dette n'a pas commencé aujourd'hui, donc elle dépend de forces historiques qui ont été mises en marche il y a au moins des décennies, voire même un siècle. C'est très important pour comprendre et pour ne pas voir la crise actuelle comme simplement un résultat de mauvaise gouvernance ou de mauvaise administration de la part des fonctionnaires zambiens ou des gouvernements zambiens. Cette façon de voir, cette façon de penser que la crise en Zambie est simplement le résultat d'une mauvaise administration à l'interne, ce point de vue, évidemment, est fortement répandu aujourd'hui et c'est pourquoi il faut euh, bien comprendre les véritables causes de la dette si on veut vraiment régler le problème. Et ce que je vais essayer d'expliquer ici, ce sur quoi nous sommes nombreux à travailler, c'est que lorsque nous voyons les données probantes, lorsque nous voyons la véritable histoire, nous voyons que ce sont des forces extérieures qui ont un rôle déterminant à jouer sur la crise de la dette. Alors, j'aimerais vous parler donc des forces extérieures qui expliquent, au fond, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Zambie. Et il y a trois grandes forces historiques dont j'aimerais parler. La première, c'est le prix du cuivre. Le cuivre, évidemment, est très important donc, pour les conducteurs et toute la révolution industrielle que nous vivons actuellement exige des minéraux critiques et l'un de ces minéraux critiques est le cuivre. Le cuivre est extrêmement important pour la Zambie parce qu'il peut représenter jusqu'à 70% des exportations du pays. L'intégration de la Zambie au système capitaliste mondial a été facilitée par la création de la première mine de cuivre, donc en 1928. Le cuivre est devenu le principal moteur économique du pays et, au fond, son sort sur le marché mondial des matières premières a déterminé si nous avions ou non une dette. Par exemple, la première crise de la dette en Zambie, qui est apparue à la fin des années 70, a été résolue, par exemple, a été résolue lorsque le pays a en 2003, a finalement réussi à s'en sortir. C'est à cause de la variation du prix du cuivre. Donc, dans les années 60, le prix du cuivre donc, a augmenté, mais ensuite le prix du cuivre a chuté dans les années 70, 80 et 90, si bien qu'en 1999, le cuivre était à 70% du prix qu'on payait en 1969. Alors, cette évolution du prix du cuivre a créé une crise de la balance des paiements et c'est ce qu'on appelle la première crise de la dette en Zambie et ça explique pourquoi encore aujourd'hui la Zambie a une crise. Cette première crise donc a été résolue dans le cadre de la campagne du Jubilé 2000. Et le cas de la Zambie était déjà donc exemplaire à ce moment-là. Le deuxième facteur historique qui explique la conjoncture en Zambie, c'est les processus d'ajustement structurel qui ont été imposés à l'Afrique dans les années 1980. Dans le cas de la Zambie, c'est dans les années 80 aussi. Donc, les processus d'ajustement structurel ont imposé à plusieurs pays donc d'investir dans des infrastructures à long terme et ces projets d'infrastructures étaient encouragés par la Banque mondiale. Par exemple, on a eu un énorme barrage donc en Zambie qui a été complété en 1959 et qui a continué donc à offrir de l'énergie au pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a beaucoup investi tout de suite après l'indépendance, on a investi dans les infrastructures. Mais avec les processus d'ajustement structurel qui ont été institués par le Fonds monétaire international dans les années 1990, ce qui est arrivé, parce que cela représentait aussi un changement idéologique,
par la façon dont les institutions monétaires internationales voyaient le monde. À ce moment-là, on a arrêté d'investir dans les infrastructures parce qu'on a obligé les gouvernements à avoir des budgets équilibrés. Vous ne pouviez dépenser que ce que vous aviez comme revenu, ce qui, du point de vue du développement, est absurde. Non. En vertu de ce régime d'ajustement structurel qui a sévi donc, dans les années 1980 à la décennie des années 2000, la Zambie n'a pas construit d'infrastructures importantes. Ce qui veut dire que pendant plus de 20 ans, plusieurs de nos pays d'Afrique n'ont pas investi dans leurs infrastructures alors que leur population augmentait rapidement. Quand on est arrivé en 2010, les infrastructures étaient complètement insuffisantes. C'est vrai en Zambie comme dans l'ensemble de l'Afrique. Il suffit simplement d'aller dans les grandes villes africaines pour voir les embouteillages monstres qui montrent bien donc que les infrastructures sont insuffisantes. Donc, c'est le deuxième facteur extérieur. D'abord, il y a le prix du cuivre, le marché du cuivre. Le deuxième facteur, ce sont les politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI. Donc, les pays ont été forcés d'arrêter d'investir dans leurs infrastructures, donc les routes, les hôpitaux, le système scolaire et tout cela. Et le troisième facteur historique et extérieur, c'est le rôle des pays développés et la politique monétaire des pays développés, celle des États-Unis en particulier, qui ont des répercussions partout à travers le monde et en particulier en Afrique. Alors, comme vous le savez, la première crise de la dette à laquelle j'ai fait allusion a été déclenchée par ce qu'on appelle le choc Volcker. Paul Volcker était le président de la Réserve fédérale dans les années Reagan et il a donc joué avec les taux d'intérêt aux États-Unis pour combattre l'inflation et cela a eu pour conséquence immédiate de provoquer une crise de la dette en Afrique et dans le sud global parce que de nombreux pays avaient une dette qui était en dollars américains. La crise de la dette actuelle en Zambie et en Afrique est aussi le résultat d'une crise de liquidité à la suite de la grande récession. Donc, les politiques pratiquées donc, par les banques centrales donc, en fait, ont une influence sur la dette en Afrique à cause de la dette des accommodements structurels. Alors, encore une fois, c'est le troisième facteur. Donc, encore une fois, il y a le marché du cuivre, vous avez les politiques d'ajustement structurel et vous avez la question des politiques monétaires américaines surtout, mais les politiques monétaires des pays occidentaux en général. Alors, dans le cas de la Zambie, la conjonction de ces trois facteurs, le cuivre, l'ajustement structurel et la politique monétaire américaine, se sont réunis en 2011-2012. Un nouveau gouvernement avait été élu en 2011 pour essayer de résoudre la crise des infrastructures, mais d'autre part, l'évolution des prix du cuivre dans les années 2010 donc était très positive à ce moment-là, et les pays développés, en particulier les taux d'intérêt aux États-Unis, donc étaient particulièrement bas, si bien que on a beaucoup émis d'obligations, donc pour 3 milliards de dollars entre 2012 et 2015, qui a augmenté rapidement donc le niveau de la dette. Et il faut comprendre que lorsque les pays font cela, donc pourquoi est-ce qu'il faut émettre autant d'obligations? Bien, à ce moment-là, bien sûr, c'était pour répondre à la crise des infrastructures que j'ai déjà mentionnée. There were not enough hospitals. We didn't have sufficient power generation. So you'll have endless rolling blackouts and that kind of thing. So when the Eurobond money began to flow, quand nous avons eu accès à l'argent européen, l'argent de la Chine aussi a commencé. Alors, nous avons eu d'autres de fonds de l'Occident. Alors, entre 2012 et 2019, la dette extérieure était augmentée de plus que 1000%. Alors,
Pour cette réduction de la dette en 2003, nous avons recommencé avec une nouvelle dette en 2011. Alors, en 2019, je vous dis, ça va augmenter de 1000%. Et justement, pour les trois structures dont je vous ai parlé, les structures historiques dont je vous ai parlé. Alors, pourquoi est-ce que la dette est devenue un problème si important? Alors, ça augmente de 1000%, mais quand est-ce que c'est devenu un problème? Il y a quelques raisons. La première raison, il y avait tous les instruments de la dette. Par exemple, même si on empruntait pour pouvoir bâtir et pour mettre en place des infrastructures, mais ça n'a rien servi parce que on ne pouvait pas emprunter à longue durée. Il fallait que ça soit à courte maturité. Alors, on ne peut pas emprunter pendant des périodes très prolongées, mais des pays comme le Zambie pourraient emprunter peut-être pour 10 ans, dont on fait un prêt de 10 ans. Mais c'est fou parce que après 10 ans, pour avoir un poste hydroélectrique ou autre chose, on commence à générer le pouvoir, ça va générer de la croissance et cette croissance pourrait payer pour la dette. Mais vous savez jusqu'à quel point c'est important ces grands projets. Même si c'est pendant 10 ans ou pour 10 ans, il vous faut au moins 2 ou 3 ans pour mettre le projet en place. Et puis là, on est rendu à moitié de la structuration et tout à coup, c'est presque la fin de la dette. Il faut payer. Alors, même pour nos stations hydroélectriques et de génération de pouvoir dans notre pays, ils sont bâtis à moitié. On les laisse et on s'en va ailleurs. C'est comme ça, nous avons des instruments de dette pour les pays appauvris. Deuxième raison, et comme vous pouvez imaginer, a été le déclin dans les prix corporatifs. Par exemple, en 2011, il y avait une attente. Au début, quand on a emprunté, on pensait que les prix corporatifs pourraient augmenter à l'infini. Fait que là, on pouvait payer 10 000 $ par tonne pour... mais en 2020, on avait eu un déclin de ce produit que nous avions. Autre raison pourquoi c'est devenu un problème, c'est le changement climatique. Par exemple, nous avions eu une sécheresse épouvantable en 2015 et parce que il faut compter sur l'eau pour générer notre électricité. Alors, avec ce grand problème de la sécheresse que nous avons vécu, il a fallu couper l'électricité, le pouvoir électrique. Il a fallu en acheter d'ailleurs dans d'autres pays et nous n'avions pas l'argent pour le faire. Alors, il fallait encore faire des emprunts, ce qui n'a qu'ajouté à la dette déjà existante. Et aussi le choc COVID à la fin de 1999, 2002. Alors, il y avait aussi beaucoup de manque de gestion. Le gouvernement n'a pas fait bien attention avec l'argent qu'ils avaient emprunté. Il y avait des vols, la responsabilité, la transparence, l'imputabilité, tout ça. Alors, moi, quand j'ai fait l'étude et quand j'ai étudié l'histoire de la Zambie, je pense que ça vient expliquer une partie du problème, pas tout le problème, mais une partie importante. Parce que la partie la plus importante vient de l'extérieur, beaucoup plus structurelle et comme dans les causes dont je vous ai expliqué. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire de la Zambie? Eh bien, la crise actuelle est le résultat d'un processus à long terme de l'extérieur qu'on ne peut pas seulement dire c'est parce que ça a été mal géré chez nous. Ce n'était que cela. Et la crise va se reproduire de nouveau, tant et plus. Alors, nous, on veut imposer l'austérité, mais ça ne va pas se résoudre. Et comme je vous dis, ça va il y aura des répercussions à répétition. Alors, le processus structurel est tellement important. Alors, comment faire? Comment pouvoir isoler nos pays de ces prix des commodités, par exemple?
Alors, en Afrique, on compte trop sur ce qui vient de l'extérieur, tel que le cuivre, tout ce qui est fait ailleurs, comme dans les manufactures d'ailleurs, l'administration de la dette. On commence à voir aussi une répétition de l'histoire parce que la Zambie est perçue comme un lieu qui a beaucoup de ressources en cuivre et non pas pour la fabrication pour des véhicules électriques ou pour des piles électriques ou des batteries pour les autos électriques. Alors, comment justement solutionner un problème de la dette? Est-ce que le temps? Oui. Une minute. Il ne vous reste qu'une minute. Alors, comment allons-nous résoudre ce problème de la dette? Alors, avec les instruments propices pour nous aider, comment nous isoler de les politiques du monde occidental? Alors, par exemple, peut-être une nouvelle comme niveau d'échange, je ne sais pas, un taux d'échange. Est-ce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un dernier recours que nous devrions faire. Est-ce que ça va aider la situation ou la rendre encore pire? Alors, Dean, voilà ce que moi j'ai voulu vous dire et communiquer avec les autres et j'ai hâte à la session questions et réponses. Merci beaucoup, Grieve. Alors, beaucoup d'informations, c'est bien sûr, mais il y a un lien direct avec une situation telle qu'existe en Zambie. Et je vais demander à un de mes collègues de bien vouloir vous montrer le PowerPoint. Lorsque nous allons arriver à notre session de questions et réponses, je vais vous donner 15 minutes pour écouter Patricia qui va faire sa présentation pendant une vingtaine de minutes. Alors, c'est un grand défi, mais merci quand même pour toute cette information que vous nous avez partagée. Alors, il me fait grandement plaisir de souhaiter la bienvenue à Patricia Miranda, que nous avons connue tout au long de la campagne. Elle est la directrice à plaidoyer mondial de Latindad, un réseau sud-américain pour le climat de la justice pour le climat et la justice socio-économique. Donc, elle nous visite ici au Canada. Elle nous aide à expliquer la crise de la dette aux décisionnaires ici au Canada. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de la dette de l'Amérique latine, c'est d'essayer de faire, ils ont fait le lien entre la dette extérieure dont nous avons parlé, et comme c'est très complexe, comme Grieve nous l'a dit, et la crise climatique qui est aussi très complexe. Et ce qu'on fait à Latindad, c'est tellement aidant. Alors, bienvenue, Patricia, et on vous laisse le micro. Merci beaucoup, Dean, et toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire. Alors, il me fait grandement plaisir de faire partie de cette campagne. Alors, je vais vous parler de la date, le jubilé. Nous sommes un réseau latino-américain avec 33 membres dans 13 pays en Amérique latine. Et Latindad est né il y a 25 ans parce que plusieurs de nos membres étaient des organismes créés dans les années jubilaires. Alors, 25 ans de jubilé fait partie de notre histoire. Alors, passons à la prochaine. Oui, merci. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler et vous situer dans le contexte latino-américain. Nous avons une dette publique qui a augmenté au fil des ans. Et j'aimerais insister sur comment c'est tellement différent qu'il y a 25 ans, ou peut-être vous allez vous rappeler la crise des années 80 avec des pays de l'Amérique latine qui ont fait partie de cette crise. Alors aujourd'hui, le contexte de la dette actuelle en Amérique latine, c'est une dette extérieure, mais aussi intérieure. Au niveau intérieur, nous avons des personnes qui vivent dans nos pays. Alors, comme Dean vous l'a déjà dit, nous avons des taux d'intérêt dans notre région. Certains pays vont payer plus que d'intérêt
dans des intérêts de paiement pour ce que nous, pour les exportations, même plus que ce qu'on paye en Afrique. Tous les pays de l'Amérique latine sont classifiés comme étant de revenus moyens. Notre indicateur nous dit que la production nationale de tous les pays divisée par la population. Cela veut dire que c'est une approche très étroite et plusieurs vulnérabilités sociales causées par le climat, le changement climatique est très difficile pour nous et on ne peut refléter ou le réduire à cela. C'est trop étroit. Alors, nous n'avions pas accès à des processus de renégociation de la dette. Peut-être vous avez déjà entendu parler du G20, ce qui a été lancé pendant la COVID. Le COVID. 4 pays en Afrique ont fait la demande pour faire partie de ce nouveau processus du G20 et de négociation de la dette. Et comme nous l'avons dit, de par notre analyste plus tôt, ça n'a pas fonctionné. Ça fait plus de 2 ans et il n'y a aucun résultat pour le peuple qui vit dans ces pays. Il y a quand même des vulnérabilités sociales et climatiques dans nos régions et c'est important que nous reconnaissions qu'il y a aussi une dette écologique, comme dans bien d'autres pays, que nous devons reconnaître. Faisant partie, il y a aussi une évaluation critique du rôle des institutions financières internationales et des agences de notation, telles que le Fonds international monétaire et le FMI. On en a déjà parlé plus tôt, mais aussi toutes les agences de crédit. Il nous faut légiférer encore plus parce que les évaluations que l'on reçoit de ces institutions ont une incidence importante sur les prix, sur les taux d'intérêt élevés lorsqu'on va émettre des obligations. Il y a aussi des ajustements fiscaux avec des mesures d'austérité qui, en même temps, créent une plus grande dépendance sur les mines et sur on a toutes sortes de couleurs pour les obligations rose, bleu, jaune. Il y a aussi quelque chose d'autre que l'on parle des femmes, droits de la femme, des droits de la personne, des droits humains. Et on veut solutionner le problème de la dette avec plus de dettes. Alors, cela a une incidence importante pour élargir la dette dans le Sud global, surtout en Amérique latine, surtout après la pandémie. Alors ici, vous voyez le graphique et on vous montre comment la dette en Amérique latine a augmenté. Mais bien sûr, pendant les années de COVID, on l'a augmenté encore plus. Et là, c'est en croissance de nouveau parce que nous avons l'écart fiscal dans nos budgets devient de plus en plus évident. On passe à notre prochaine. Pour l'augmentation, qui est une tendance dans la plupart des pays du Sud global, ici, vous voyez la composition le portefeuille de la dette dans notre région en Amérique latine. Vous voyez, les barres bleu pâle sont les plus longs. Alors, la grande partie de la dette va aux créditeurs de l'extérieur, par exemple, des grandes compagnies de l'extérieur qui sont situées dans le nord global. La partie verte, vous voyez la dette multilatérale en lien avec la Banque mondiale et avec les banques de développement régionaux et de banques régionales. Et dans la petite partie en bas, le bleu plus foncé, vous voyez la dette bilatérale. Alors, ceci ne fait qu'augmenter la complexité de la dette
et comment renégocier la dette, comment demander la cancellation de la dette dans ce nouveau modèle. Alors, ici, vous voyez jusqu'à quel point il est dispendieux, cette dette, et accès capital pour l'Amérique latine. Vous voyez, dans certains cas, nos pays payent jusqu'à 9 taux d'intérêt, tandis qu'en Allemagne, c'est 2 aux États-Unis, 2 ou moins %. Alors, en moyenne, nos pays en Amérique latine payent 35 de nos revenus des impôts pour payer ce service, c'est-à-dire la dette extérieure et intérieure. Comme je vous l'ai déjà dit, en Amérique latine, le service de la dette ou le paiement de la dette, qu'elle soit extérieure ou intérieure, est 2,3 fois plus que les dépenses en éducation, 2,7 plus que dans des dépenses de la protection sociale. Ça veut dire que la priorité dans le contexte, dans des crises multiples, c'est-à-dire le paiement des services de la dette, devient très dispendieux pour la population. Il y a aussi une dette écologique qui a été nommée par la campagne. Le pape François a dit que les dettes extérieures et écologiques sont deux côtés de la même médaille. Les pays les plus riches exploitent les ressources humaines et naturelles des plus vulnérables et ne fait que exacerber les inégalités et la dévastation environnementale. Alors, vous savez, nous, on se voit comme des personnes qui doivent. On a la dette, c'est nous qui devons payer la dette, c'est comme ça qu'on se perçoit. Alors, là, on aimerait voir l'autre côté de la médaille et nous demander, mais qui sont ces personnes qui sont une grande dette envers le climat? Ou pour d'autres raisons, on voit le G7, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, comme étant ceux qui ont plus de dettes au niveau écologique. Alors, qu'est-ce que c'est ce dette écologique pour l'Amérique latine? C'est un cercle vicieux. Et il y a un lien étroit entre la dette, le climat et l'extraction des ressources. Pour pouvoir payer la dette ou rembourser la dette, nous allons extraire plus rapidement nos ressources naturelles. Et pour solutionner ce qu'on appelle le problème climatique, avec l'accélération de l'extraction, il nous faudra plus de dettes et plus de prêts. Alors, c'est le cercle vicieux dont on parle. Et tous les pays en Amérique latine ont un service très élevé de la dette. Les pays qui sont, comme on dit, des pays où on gagne, disons, un niveau moyen et nous avons un fardeau important lorsque l'on paye la dette. Les pays, j'aimerais vous parler de quelques pays. Équateur, par exemple, Suriname et la Bolivie. Parce que ces trois pays, par exemple, pour l'Équateur, il y a le changement climatique qui a déjà causé toutes sortes d'inondations, aussi de chutes de terrain sur l'érosion de la côte en Suriname et en Bolivie. Dans ces deux pays, nous avons un programme avec le FMI et dans le cas de la Bolivie, nous avons où on menace la sécurité alimentaire ainsi que la possibilité d'accès à l'eau potable. En plus, la Bolivie est très proche de... Alors, les changements climatiques dans la région, dans tous les pays, ont augmenté la météo extrême, les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations, les ouragans violents, ce qui entraîne des pertes économiques, plus la pauvreté et des migrations. Mais ce qui est important vraiment, c'est
Qui souffre vraiment? Qui souffre de l'impact de ces changements climatiques? Bien, ce sont les peuples. On peut parler des enfants, des femmes, les peuples autochtones. Et la manière pour essayer de résoudre ce problème serait par des projets et des programmes financés par la dette. Alors, 80% des problèmes climatiques sont financés par la dette. Et on doit se rappeler que nous avons des responsabilités communes entre les pays développés et les pays en voie de développement. Quand on parle des effets les gaz à effet de serre, et qui historiquement est celui qui crée plus de danger au niveau climatique. Alors, ici, nous avons des solutions et des propositions, et c'est pourquoi il est important que nous tenions compte de tout ce dont on dit quand on parle de la campagne de jubilé. Parce qu'il y a 25 ans, nous avons dit il faut annuler la dette, canceller la dette pour les pays les plus pauvres. Ça a été réalisé. Moi, je vis en Bolivie. Mon pays a été un de ces pays qui a bénéficié justement de la cancellation de la dette. Alors, la différence que l'on voit ici aujourd'hui avec la campagne actuelle, c'est que ce n'est pas seulement qu'on doit aussi canceller la dette ou annuler la dette, il nous faut aussi transformation systématique. Il faut avoir un changement systématique qui aura un impact non pas seulement à court terme, ce qui est absolument nécessaire, bien sûr, mais nous avons besoin des résultats à moyen et à long terme, qui soient plutôt à long terme, viables à long terme. Dans une partie, certaines propositions des mouvements de la dette et les réseaux de la dette au niveau global exigent au fond appel et sont en lien avec la campagne de jubilé. Comme je vous l'ai dit, la réforme architecturelle, on a dit il faut quelque chose qui soit réformé comme ça aux Nations unies parce que le système de la dette est mené par le FMI ou le Paris Club ou le G20 ou, comment je dirais, où les intérêts des créditeurs sont surtout à l'avant-plan de l'ordre du jour. Ils ne sont pas nécessairement intéressés par les problèmes des pays qui doivent payer la dette. Aujourd'hui, on s'assoit à la même table, on prend les décisions ensemble et aussi on essaie de changer les politiques de la dette. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont besoin d'aide, ce qui comprend la cancellation de la dette, la mise en application des clauses pour la protection de la terre, comme on en a parlé pendant la pandémie, et des réformes au niveau légal dont on a besoin. Alors, nous avons besoin de cette annulation ou cancellation. Qu'est-ce que l'on dit quand on parle de canceller, annuler la dette? Oui, on doit envers qui? Qui va faire quoi? Alors, il est important que nous puissions demeurer en ligne avec la discussion qui a lieu dans les pays en voie de développer et surtout avec ceux qui sont les grands académiques. Nous parlons de la cancellation de la dette ou le service de la dette pendant 10 ans, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui devrait bloquer toutes nos demandes et tout ce dont on demande lorsqu'on fait de plaidoyer. Ensuite, il nous faut canceller la dette. On a besoin d'un autre processus nouveau, quelque chose qui soit légal, et aussi pour éviter des solutions comme des échanges de la dette. Ça ne va pas aider le climat, non? Il faut aussi diminuer les coûts de capitaux, comme par exemple, non pas seulement pour les énergies, mais aussi pour le climat et pour l'agenda écologique. On doit faire appel à des critères alternatifs, par exemple.
Une meilleure solution serait non pas seulement d'autres dettes, de nouvelles dettes, mais aussi accès à des ressources qui ne sont pas créées. Par exemple, avoir des tarifs ou des taux nouveaux où tous les pays qui sont membres du FMI reçoivent des ressources et des biens réservés par les grandes banques centrales. Selon les besoins de ces pays, nous pourrions changer ces montants réservés en dollars US. Et ça a été utilisé en Amérique latine et en Afrique pour essayer de clore la dette, et cela qui a été encouru pendant la pandémie. Et autre chose, il me reste 3 minutes. OK. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons besoin d'une réforme systémique. On a besoin d'une réforme des institutions qui sont actuellement les leaders en termes de création de politiques de la dette telles que le FMI, mais aussi MDB sont les banques de développement, comme la Banque mondiale et bien d'autres. Et nous avons des banques au niveau régional. Comme je vous l'ai dit, on doit légiférer plus de transparence sur tous ceux qui chargent des taux d'intérêt très élevés. On a besoin d'imputabilité pour les pays du Nord, mais aussi les pays du Sud, parce qu'il y a des gens qui payent des impôts dans les deux pays, non? Des taxes. Mais il y a aussi, on a besoin d'une approche systémique pour créer un autre système de réforme de la dette et d'autres politiques telles de l'aide et pour l'argent qui passe d'un pays à l'autre. Et il faut tout mettre en place en même temps. Et c'est, étant donné avec les collègues qui trouvent sur la justice des taxes, si on a la justice avec les textes et si nous avons un budget que l'on augmente en lien avec les revenus des taxes, c'est pas nécessaire. C'est pas juste que ça soit toujours utilisé pour payer de plus en plus de dettes. Alors, à la toute fin, nous allons donner priorité à nos besoins les plus importants, les dépenses dans le domaine de l'éducation, la santé, la protection sociale. Alors, pour terminer, j'aimerais vous communiquer et dire que ce que nous vous demandons de l'Amérique latine, c'est de dire que nous devons fixer donner priorité à la vie. Thank you, Patricia, and Mon thanks again Dieu. to Grieve. And Patricia, just to make it fair, because I asked Grieve to think about summarizing Alors, his complicated j'ai discussion demandé à in one Grieve sentence. de I'll ask you to do the same, résumer but son I'll exposé qui give était you très the riche en time quelques as I asked you minutes. to. Vous avez sans doute eu un peu moins de temps que Grieve Also pour le give our faire. Alors, j'aimerais participants, aussi donner the, aux participants, our audience here, au a reminder public, that au if you fond, have vous questions for rappeler que Grieve si or vous avez des Patricia, questions you pour can Grieve put ou them pour in the Patricia, vous Q&A pouvez les box. afficher If you dans put la them in boîte that box, des I'll see questions them, and then Q&A. I'll filter them for Et you and pose them to Grieve je or Patricia. So we have a little bit of pourrai time together ensuite to kind of les break down these poser complex à nos deux issues a conférenciers. little Donc, bit nous avons more. un peu So de temps if pour you, revenir sur ces Stephanie, where questions you qui thought sont quand that même kind of makes complexes. sense Alors, to il y a me, but peut-être I quelque want more chose qui information vous a about this, frappé, ou il y a put it peut-être in une the chose qui vous a Q&A. frappé, mais vous aimeriez So avoir plus de I'll get détails. Alors, started, Grieve. Do posez you vos have questions summarized dans la boîte de questions réponses, la your main Q&A. point in one Et alors, sentence? je How vous would you do that? demanderai donc, Patricia, si And vous I'm really pouviez sorry résumer. for getting so technical, but I Alors, think if I écoutez, have to je summarize my suis presentation in désolé few d'avoir été un words, peu it technique, mais is simply j'aimerais this, to résumer en say a quelques country like mots, c'est de Zambia, dire qu'un 20 pays million comme la people, Zambie, de 20 millions with a very d'habitants, small GDP, qui a un is at très the receiving petit end of PIB, non, global forces est l'objet that de sort of forces impinge upon the country, internationales and donc, those qui forces pèsent sur le generate pays debt, et
elles engendrent la dette et provoquent la crise de la dette. La solution au problème de la Zambie ne se trouve pas en Zambie, ça se trouve au niveau mondial, au niveau des structures internationales. La campagne que vous faites traite précisément de cela. Si j'avais quelque chose à résumer, c'est de dire que ce n'est pas la faute de la Zambie si nous avons une crise, ce sont des structures financières internationales qui pèsent et qui écrasent la Zambie. Merci, Grieve. Et il n'y a pas de problème à être un peu technique. Ce sont des problèmes qui sont un peu complexes. Alors, et c'est ce que souhaitent nos membres aussi. Nous voulons quand même mieux comprendre ce que sont les vrais problèmes. Même chose pour vous, Patricia. Si vous aviez une ou deux phrases pour résumer l'essentiel de votre message, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, nous devons faire en sorte que notre droit au développement soit respecté. Le droit de donner la priorité à la vie en ayant un accès équitable au financement, aussi en procédant à une réforme des structures financières internationales qui obligerait à voir tout à fait autrement donc la crise actuelle. Et c'est justement le sens de la campagne du Jubilé, que de revendiquer cette réforme. Alors, nous avons déjà une première question pour commencer. Je vous la pose à tous les deux. Étant donné la situation de la dette, est-ce que vous pensez que les créanciers qui imposent au fond l'extraction des ressources minérales, par exemple, alors, et en quoi est-ce que cela peut profiter aux sociétés minières canadiennes? Donc, le sens de la question, au fond, c'est pour nous au Canada, en quoi est-ce que cette crise de la dette servent les intérêts des grandes sociétés minières canadiennes. Alors, alors, je vois que vous êtes déjà prêt à répondre. Écoutez, c'est une question fascinante. Et qu'en parlant, donc, en fait, c'est que justement, un des éléphants de la pièce, c'est précisément le Canada, surtout si on pense à la situation en Zambie. Les mines de cuivre en Zambie sont dominées par des sociétés canadiennes. Et une façon de vous montrer au fond l'origine de la crise, c'est que si la Zambie pouvait recevoir des revenus fiscaux, par exemple, des taxes, par exemple, ça pourrait beaucoup contribuer à atténuer la crise de la dette. Mais en fait, les sociétés minières canadiennes, ce ne sont pas les seules qui sont à blâmer, mais ils ne payent pas leur juste part d'impôts au gouvernement zambien. Et cela prive le gouvernement zambien de revenus qui seraient indispensables et ça oblige le gouvernement à emprunter. Dans le sens, donc, c'est vrai que le Canada, c'est un peu, avec ses sociétés minières, l'éléphant dans la pièce. Et une partie de la campagne devrait nous amener à faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'ils exercent des pressions sur les sociétés minières canadiennes pour qu'ils paient leur juste part d'impôt au gouvernement zambien. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une étude précisément sur une société minière canadienne qui, à force de pots de vin, donc, avait réussi à éviter de payer des impôts. En fait, il devait donc 2 milliards de dollars au Trésor zambien, ce qui est une somme considérable pour l'État zambien. Alors, l'ensemble de notre dette, c'est de 12 milliards de dollars. Alors, donc, mais c'est en payant le dépôt de vin qu'ils ont réussi donc à éviter de payer les impôts qu'ils devraient verser à l'État zambien. Alors, merci, Grieve. Je pense que c'est un exemple bien précis. Patricia, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, c'est pour les questions donc on voit dans la boîte. Oui, je vais venir à ces questions-là, mais la première que nous avons d'abord posée, c'est comment est-ce que la pression des créanciers, donc des pays créanciers qui obligent les pays débiteurs à procéder à l'extraction des ressources minières. C'est vrai que la pression est importante et qu'il y a plusieurs sociétés canadiennes en Amérique latine et dans mon pays comme dans d'autres pays. Et c'est vrai que l'industrie minière, c'est une des principales exportations que nous avons, mais il y a d'autres secteurs aussi.
qui sont aussi des créanciers importants. Et comme je l'ai dit, nous subissons des pressions importantes pour accroître l'extraction, non seulement dans les mines, mais aussi les hydrocarbures, donc le pétrole, par exemple, ou le gaz dans notre région. Et cette extraction accélérée a aussi des conséquences environnementales que nous essayons de compenser à force de nouveaux emprunts. Donc, c'est ce cercle vicieux que j'ai évoqué. Il y a plusieurs questions à propos des créanciers privés en particulier. Nous pouvons peut-être parler de cela. Vous avez dit donc un changement par rapport au Jubilé 2000, c'est la place de plus en plus importante des créanciers privés. Qui sont-ils et comment pouvons-nous exercer pression? Qu'est-ce que notre campagne pourrait faire pour exercer les pressions sur les créanciers privés? Je commence avec vous, Patricia. Et bon, ces créanciers privés, comme je l'ai dit, sont des sociétés ou des holdings qui se trouvent dans les pays développés. Alors, l'absence de réglementation dans les pays développés par rapport à ces grosses compagnies de finances, par exemple au Royaume-Uni, en Belgique ou aux États-Unis, donc, mais en général, dans les pays développés, il faudrait qu'il y ait une réglementation beaucoup plus sévère pour les sociétés qui, au fond, font payer donc, les pays en développement, en particulier lorsqu'il s'agit de renégocier la dette. Il y a différentes façons de renégocier la dette. L'une des solutions, c'est l'annulation de la dette. Mais alors, les règlements qui seraient adoptés dans les pays développés pourraient obliger les créanciers privés à participer donc à la renégociation de la dette et à s'entendre sur des termes qui seraient plus équitables par rapport aux États, à la fois quand il s'agit donc de dette bilatérale ou de dette multilatérale. Alors, il y a une grande asymétrie que, dont bénéficient ces sociétés actuellement à cause du système actuel de la dette. En fait, c'est qu'il n'y a pas de système en place. Alors, c'est pourquoi nous pensons qu'il serait important qu'il y ait de nouvelles règles et négociées peut-être dans un espace démocratique comme aux Nations Unies. Donc, ce serait une approche contraignante qui s'imposerait aux créanciers privés. Alors, la Banque mondiale, lors de la dernière campagne, et c'est important de se rappeler que la dernière campagne avait abouti à une initiative multilatérale d'allègement de la dette. Cette campagne n'a pas duré seulement en 2000, ça s'est étendu sur plusieurs années. Et c'est finalement en 2007 que tous nos pays ont finalement bénéficié d'une importante annulation de la dette, y compris provenant donc du FMI, des banques multilatérales et de la Banque mondiale. Alors, sur la base de cette expérience, nous savons que si on traite simplement sur une base bilatérale avec des créanciers privés, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ces grands acteurs comme la Banque mondiale, le FMI, soient impliqués dans la renégociation dès le départ. Alors, avant de poser la question à Grieve, il y avait une question. Donc, vous avez parlé de holdouts, de holding, donc dans les pays développés. Est-ce que vous avez des noms de compagnies qui reviennent régulièrement dans votre travail de plaidoyer? Peut-être à qui pensez-vous, par exemple? Ben, un des plus gros en Amérique latine, c'est BlackRock. Mais l'autre chose, c'est pourquoi nous demandons la transparence, c'est que lorsque nos pays doivent renégocier leurs dettes, nos pays ne savent pas vraiment qui se cache derrière ces grands noms. Parce qu'une fois qu'une obligation a été vendue, donc
ces obligations sont ensuite revendues sur le marché des obligations. Et à ce moment-là, même nos gouvernements ne savent plus finalement qui détiennent donc, les obligations qu'ils ont émises. Alors, un exemple récent, c'est en Argentine. Quand l'Argentine a dû renégocier sa dette, elle ne savait pas qui étaient les créanciers privés qui détenaient sa dette. Cette information existe quelque part, mais elle n'est pas rendue publique et même les États n'y ont pas accès. Alors, une partie de notre proposition, c'est qu'il y ait un registre mondial de la dette pour que l'on sache qui sont les détenteurs des titres émis par nos pays. Merci. Et Grieve, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à propos des créanciers privés? Je pense que Patricia a très bien expliqué, mais dans le cas de la Zambie, c'est aussi BlackRock qui est le plus gros détenteur d'obligations. Mais les fonds de retraite, par exemple, alors, ceux qui défendent donc les intérêts des petits travailleurs dans les pays du Nord, mais c'est aussi eux, ce sont d'énormes puissances. Alors. Et, très souvent, donc, c'est un chauffeur d'autobus en Europe qui n'a aucune idée, donc son fonds de retraite est investi donc dans la dette zambienne. Mais je voulais revenir sur un point très important qu'a dit Patricia, c'est que il faut que la question de la dette soit discutée à l'ONU. C'est la bonne tribune où parler de cette question, parce que le FMI est vraiment une structure qui n'est pas vraiment démocratique, parce que les États-Unis ont un pouvoir de veto. Mais effectivement, donc, c'est à l'ONU, bon, c'est vrai qu'ils ont aussi un certain pouvoir de veto au niveau du Conseil de sécurité, mais néanmoins, la tribune de l'ONU est beaucoup plus démocratique parce qu'au niveau des, si on parle de changements fondamentaux par rapport à la façon de fonctionner du FMI, donc les États-Unis vont constamment s'y opposer. Alors, je voulais souligner ce point, qu'il faut que la discussion sur la dette se fasse à un endroit comme aux Nations Unies pour qu'il n'y ait pas donc de tribune anti-multilatérale ou antidémocratique comme le FMI. Il y avait une autre question à propos de la différence entre la dette interne et la dette externe et pourquoi est-ce que ça peut être important, par exemple, pour des pays à faible ou à moyen revenu dans le sud global. Alors, la différence entre la dette interne et la dette externe, par exemple, au Canada, peut-être, Patricia, pourriez-vous commencer? La dette externe, c'est une dette qui est due à des créanciers qui sont à l'extérieur de notre pays. Donc, ce sont des créanciers multilatéraux, le FMI, la Banque mondiale, donc la Banque de développement africaine, par exemple. Mais aussi, nous avons des créances bilatérales. Alors, à ce moment-là, c'est un pays. Donc, le pays créancieux, ça peut être les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine. Et bien sûr, il y a aussi les créanciers privés qui sont aussi, ça, ce sont les créanciers externes au pays. Mais il y a aussi une dette interne, une dette domestique à l'intérieur du pays. Et dans notre pays, par exemple, la dette intérieure ou dette interne est due à la Banque centrale, aux banques nationales ou aussi à des fonds de retraite, des fonds de pension. Donc, donc même à nos travailleurs, donc nous-mêmes, nous pouvons être des créanciers de la dette interne. Quand on analyse le portefeuille de la dette, il faut examiner les deux volets. Et ça ne se faisait pas tellement jusqu'au moment où le Sri Lanka, on a vu que le cas de la Sri Lanka avait un énorme problème de dette interne. Alors, là, il faut s'attaquer à l'ensemble du problème, donc aux deux volets. Il faut tenir compte autant de la dette externe, quand on parle en particulier d'annulation de la dette, mais quand on parle de dette interne, cela peut aussi entraîner une renégociation avec les détenteurs de la dette à l'intérieur du pays. Mais il faut vraiment procéder à l'analyse complète de la situation de dette parce que les deux dettes sont finalement
payé par le budget annuel de nos pays. Dans certains cas, il peut bon, y avoir donc une nouvelle émission de titres, par exemple, pour payer la dette interne. Mais écoutez, c'est des choses qui ne sont pas possibles facilement quand on a un petit pays, une petite économie, comme on le fait dans les grands pays. Et Yves, je vais vous poser une autre question parce que ça revient à une idée que vous avez évoquée. Un commentaire qu'on entend souvent quand on fait campagne ici au Canada, ça part de l'idée que très souvent ce sont les États qui sont corrompus et c'est parce qu'ils gèrent mal leurs dettes. Et très souvent, donc, cela empêche les gens de signer notre pétition. Comment est-ce que vous répondez à une objection comme celle-là? Si on annule la dette, ça va simplement favoriser la corruption. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette hypothèse de la corruption pour expliquer la gravité de la crise de la dette? Donc, c'est un point important. Bon, j'aime bien prendre la comparaison du fait qu'aux États-Unis, par exemple, vous voyez que les petits travailleurs vivent avec une dette très importante et que vous avez beau travailler donc à McDonald's, mais si ils n'arrivent pas à payer leur loyer, à rembourser leurs prêts étudiants, par exemple, ils n'arrivent pas même à payer la facture de l'épicerie. Alors, donc, de même façon que les gens de la classe ouvrière sont exclus pratiquement du véritable marché, mais c'est un peu la même situation qui se trouve pour des pays comme la Zambie, par exemple. La Zambie a besoin de financement pour pouvoir financer ses infrastructures, son système d'éducation et de santé. Mais comme le système est structuré actuellement, ça exclut la Zambie au fond du marché, donc des emprunts efficaces, de la même façon que les petits travailleurs américains n'ont pas accès donc à un véritable crédit. Alors, sommes soumis donc aux pressions de ces gros créanciers comme BlackRock, si bien que si vous devez emprunter pour payer votre dette, vous allez finalement tomber en faillite, même si vos administrateurs étaient absolument purs, n'avaient aucune corruption. Ça aurait pu être Dean ou Patricia qui administrerait le pays, mais ils ne pourraient pas échapper à ce cercle vicieux qui fait que la dette devient de plus en plus grave quand vous en venez à emprunter pour rembourser la dette. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de mauvaise administration et de pratiques frauduleuses un peu partout, mais ça n'est pas vraiment le cœur du problème. Et très souvent, on a imposé des systèmes de surveillance, mais ça n'a fait qu'aggraver la situation. Encore une fois, je trouve que ce qui est le plus éclairant, c'est de faire une comparaison entre la situation des petits travailleurs dans les pays développés, comme aux États-Unis, pour voir et comprendre la situation des économies comme celle de la Zambie. Alors, comment réussir à avoir accès donc à euh, un type de revenu, donc comme salaire équitable, qui leur permettrait d'échapper. Alors, comment avoir des revenus comme pays qui nous permettent d'échapper à la crise de la dette? Il ne nous reste que quelques minutes avec vous deux. Je vais vous poser une question à chacun, chacune. Alors, il y a plusieurs personnes donc, qui ont fait le travail de recueillir des signatures, de faire des plaidoyers pour la justice et qui font de l'animation communautaire, étant donné que vous venez de pays qui ont fait déjà l'expérience de la remise de la dette dans l'initiative de l'an 2000. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques explications pour expliquer pourquoi il est si important que ici au Canada, on recueille ces signatures. Pourquoi parler à nos voisins de la dette mondiale? Je vais commencer avec vous, Grieve, et j'irai à vous ensuite, Patricia.
Ben, je pense que c'est extrêmement important que vous continuiez à faire ce travail. Le Canada est un membre du G7, c'est un pays important, mais c'est une économie importante. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt d'ailleurs, il y a de grandes sociétés minières, et je pense que Patricia l'a dit aussi, les sociétés minières canadiennes donc, sont présentes dans plusieurs pays du Sud global. Il est important de recueillir des signatures, de faire pression sur votre gouvernement pour qu'on demande des comptes à ces sociétés minières et faire en sorte que le système financier international soit restructuré de manière à permettre une véritable croissance, un vrai développement dans le sud global qui permettra donc au fonds de se faire. Nous avons besoin de ces fonds. Dans le cas de l'Afrique, nous devrons euh, payer 200 milliards de dollars par année pendant des années simplement pour assurer de l'eau potable, avoir des infrastructures acceptables, un système d'enseignement, des routes qui soient utilisables. Donc, il y a besoin d'énormes ressources pour l'Afrique, mais il faut que nous les ayons sur un moyen terme et à long terme à des tarifs raisonnables pour que nous n'aggravions pas la crise de la dette. Il est donc important que les pays du Nord, comme le Canada, qu'on voient l'importance de ces pétitions, sentent une pression sur leur gouvernement pour demander une réforme au niveau mondial, pour que la discussion sur la dette se fasse au niveau de l'ONU, comme on l'a dit. Ces choses-là sont vraiment très importantes et ça a fonctionné pour le jubilé de l'an 2000, ça a fonctionné, mais ça a entraîné une annulation de la dette, mais ça n'a pas réglé le problème structurel à l'origine de cette crise de la dette. Alors merci, Dean. Patricia? Merci, Dean. Merci à Grieb. C'est une question de justice. C'est une question de réparation aussi. Il y a des choses que nous disons déjà depuis des années, c'est qu'il ne faut laisser tomber personne. Alors, des pays développés comme le Canada prennent cela au sérieux. Alors, dans ce contexte où les crises s'enchaînent, en fait, les pays développés, dans ce genre de contexte, laissent des millions de personnes derrière, les abandonnent. Alors, il faut assurer, au fond, les services publics essentiels comme la santé, l'éducation, la sécurité publique, et aussi, il faut protéger la biodiversité. Et de devoir faire ça en s'endettant davantage, c'est injuste. Je suis sûr que vous savez que ça n'est pas juste que de devoir financer notre droit au développement ou notre adaptation au changement climatique ou de protéger notre biodiversité en nous endettant davantage et une dette contractée selon des règles qui sont injustes. Comme vous savez, Dean, j'ai participé à plusieurs rencontres internationales officielles et l'un des messages qui en ressort, euh, des, que ce soit des pays en développement, de l'Union européenne ou des pays du G7, c'est qu'on dit, nous ne voulons pas interférer dans vos politiques, vous les pays du Sud, non, c'est vous qui devez administrer et gérer vos propres politiques. Et j'ai eu la chance de dire une fois que ça n'est pas assez de dire c'est à nous de décider si nous n'avons pas contribué à établir les règles. Alors, peu importe que nous ayons la possibilité de gérer nos pays, nous sommes condamnés à échouer dans ces conditions. Non, c'est une question de justice et de réparation, c'est une question de vie. Euh, Comme je l'ai dit, alors j'encourage les Canadiennes, les Canadiens, les organisations de la société civile aussi à soutenir cette campagne. Il y a 25 ans, ça a vraiment changé quelque chose. Bien sûr, maintenant, il faut autre chose parce que nous ne parlons plus simplement de l'annulation de la dette, nous parlons de réformes systémiques. Alors, cela fait partie de la campagne du Jubilé. C'est pourquoi il est important que vous la souteniez. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et je redonne maintenant la parole à Mayalène qui va nous aider comment nous pouvons Merci, merci beaucoup donner à notre vous appui. trois pour
pour ce moment important d'échange, pour bien comprendre la pertinence de cette campagne. Donc, avant de terminer, on veut juste vous expliquer un petit peu les ressources qui sont disponibles et à votre portée pour pouvoir mener la campagne dans vos régions. Donc, comme on l'a dit au début, on vous invite cet automne à marcher. On est dans une année jubilaire où le thème est Pèlerin d'espérance. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un modèle de marche. Tu peux changer la slide. Il y a des outils qui vont être accessibles pour vous pour faire la marche. On vous suggère un pèlerinage qui s'arrête à 3 endroits. Chaque endroit a été jumelé avec une histoire de partenaire et un pays différent qui font face à la dette. Donc, ces endroits sont une église, une école, un hôpital ou une institution financière. Vous pouvez choisir d'y aller physiquement à chaque endroit ou de faire plutôt un pèlerinage symbolique dans un seul lieu. Vous allez trouver toutes les informations relatives à la campagne sur notre site Internet. Donc, Mina, je t'inviterai à ouvrir notre site Internet. Ah, d'ailleurs, le relais de l'espoir ici, c'est juste une petite note pour vous dire que vous pourriez terminer le relais, pardon, la marche avec un relais de l'espoir. C'est une idée. Le relais qu'on a fait au printemps, c'est toujours pertinent de continuer d'allumer des bougies et de nourrir l'espoir pour cette campagne. Donc, sur notre site Internet, vous verrez qu'il y a plusieurs sections. Je vais attendre qu'on y arrive pour vous expliquer chacune des petites sections qui vont être utiles. Alors, sur l'onglet principal, qui est un aperçu plus générique de la campagne, vous verrez toutes les différentes façons d'agir. On a notre clip animé qui est mis de l'avant et on a partagé dans le chat tout à l'heure, on a une vidéo témoignage sur le Pérou qui met vraiment l'accent sur les conséquences de la dette écologique sur le pays, notamment à cause de l'activité minière. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à la partager dans votre milieu. Si vous voulez faire signer la pétition, il y a un onglet juste pour ça. Nous avons, et puis oui, puis vous verrez sur cet onglet le décompte des signatures. Donc, si vous êtes curieux de savoir où on en est, vous pouvez toujours vous référer à cette page et voir aussi les autres compteurs, notamment de Caritas Internationalis ou de Kairos qui fait la compilation canadienne. Pour les marches, on a fait un onglet spécial. Vous trouverez dans cet onglet un récapitulatif de comment organiser les marches avec toutes les ressources nécessaires et disponibles. On a des petites affichettes et un guide explicatif pour chacune des stations. Et le matériel est aussi disponible en espagnol. Donc, vous verrez en bas de la section, vous pouvez télécharger des images et elles sont aussi accessibles en espagnol. Parfait. On a encore l'onglet pour le questions-réponses, si vous voulez en savoir plus sur la dette. Plusieurs questions sont là et si vous cliquez, vous allez avoir les détails des réponses. Et finalement, on va aller visiter l'onglet Ressources. Alors, ici sont toutes les ressources disponibles pour vous. Les ressources que vous voyez en haut, c'est les ressources qui sont disponibles à commander et qui vous sont envoyées. Malgré la grève de Poste Canada, on est capable d'acheminer le courrier. Ça relève, c'est un défi supplémentaire, mais c'est encore possible de commander le matériel pour le recevoir, pour mener la campagne dans votre région. Il y a aussi plusieurs ressources disponibles en ligne que vous pouvez télécharger, consulter. Encore une fois, la plupart ou une majorité des ressources accessibles en ligne sont offertes aussi en espagnol. Donc, vous retrouvez un guide d'organisation, une allocution, des messages pour vos bulletins paroissiaux, la pétition elle-même. Donc, je vous invite à visiter cette section du site web. Toutes les ressources y sont regroupées, incluant nos vidéos que vous pouvez aussi télécharger au besoin. Alors, ce serait maintenant le temps de conclure notre webinaire. J'espère que vous avez apprécié les interventions de nos invités, mais c'est un sujet qui est très complexe et toujours important. Maintenant, on espère vraiment pouvoir changer les causes structurelles de la dette pour qu'on puisse enfin ne pas répéter ce cycle incessant. Et pour terminer, on aurait une prière de clôture, une prière qui nous a été suggérée par lorsqu'on était à Rome pour organiser cette campagne avec plein d'autres acteurs du monde catholique et autres. C'est une prière qui nous a été présentée et on a demandé la permission de pouvoir l'adapter et la présenter comme prière de campagne. Donc, nous allons en alternance, Dean, si tu es d'accord. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prière pour la sagesse et la justice face à la dette extérieure. Dieu aimant et miséricordieux, aide-nous à comprendre que nous avons le pouvoir et le devoir d'agir contre les injustices qui enferment les gens dans la pauvreté et l'endettement. Grant us the courage to challenge the structures that perpetuate these conditions and the strength to work tirelessly for a world where every person can achieve their full potential. Inspire nos cœurs de ta compassion et de ta justice. Permets-nous d'être des artisanes et des artisans d'espoir et de changement. Ensemble, contribuons à faire émerger des solutions enracinées dans la justice et l'équité, des systèmes économiques qui nourrissent l'espoir des personnes les plus vulnérables et un avenir où chaque nation peut marcher sur la voie du développement durable, libérée du fardeau de la dette. May we be instruments of your peace, secure in the faith that, through our collective effort, poverty can be overcome. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alors, merci tout le monde. Et, vous allez voir dans le chat, on a mis un lien pour un sondage. On est toujours OK, intéressé à so savoir quelle a été votre appréciation de ce webinaire. Donc, on vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour compléter le sondage. Il va apparaître en anglais, mais vous pourrez changer la langue dans le coin en haut à droite. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite flèche et le menu déroulant pourra vous permettre de choisir la langue française. Donc, voilà ce qui clôt ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite vraiment de mener une magnifique campagne dans chacune de vos régions et on espère vous revoir bientôt. Merci à nos invités spéciaux. Merci Grieve, merci Patricia et merci Dean d'avoir co-animé ce webinaire avec nous. Merci et à bientôt.